Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du dimanche. Aujourd'hui, on va traiter trois sujets. Tout d'abord, Novo Nordisk, le PDG a annoncé son départ et on va en parler un petit peu, notamment sur les difficultés qu'a rencontré l'entreprise, sachant que c'est une entreprise qu'on a souvent évoquée sur la chaîne il y a d'ailleurs encore peu, ici il y a une dizaine de jours. Et je vais parler un petit peu aussi de tout ce qui se passe autour des peptides, donc les peptides en français, qui est en fait une mini-révolution qui est en train d'avoir lieu sur certains médicaments dans la santé, et notamment tous ces GLP-1 qui rentrent dans ce monde des peptides. Bref, deuxième partie de vidéo, on va parler ensuite un petit peu de l'immobilier et notamment des publications qui vont arriver, et je vais m'y intéresser notamment par rapport au taux directeur et au fait que l'immobilier va plus mal quand même aux États-Unis qu'en Europe. On va d'ailleurs parler un petit peu des taux et de la différence entre les taux américains pour l'immobilier et français notamment. Ça ne fonctionne pas de la même façon et je trouve que c'est un sujet intéressant dont je voulais vous parler depuis longtemps. Et en fin de vidéo, on parlera aussi de ce qui s'est passé au niveau de la dette américaine avec la dégradation de Moody's. Qu'est-ce que j'en pense? On fera des rappels un petit peu sur ma vision des choses par rapport justement à l'impression monétaire, au taux d'intérêt, etc. Et c'est pour ça que je l'ai mis en fin de vidéo parce que c'est un sujet qu'on a déjà évoqué de par le passé. Vidéo donc plus en mode podcast pour aujourd'hui, à savoir que la semaine prochaine, je serai en déplacement. Donc il y aura certainement un calendrier de vidéos un petit peu différentes. Et on fera aussi certainement de l'analyse d'entreprise si je vois des dossiers intéressants passer. Donc Novo Nordisk, c'est une entreprise qui a vu son cours quand même beaucoup baisser en bourse. Vous le voyez ici, là, sur un an, à moins 54%. Et c'est une entreprise qu'on a beaucoup analysée sur la chaîne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un emballement, notamment sur les valorisations, parce que effectivement, ces nouveaux médicaments qui aident à la perte de poids, les GLP-1, sont une mini-révolution qui fait beaucoup parler d'elle et qui est en train d'avoir lieu, avec une vraie adoption client. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez de la demande client, eh bien, il faut pouvoir y répondre. Et si on ne peut pas y répondre, les brevets tombent dans le domaine public pour que d'autres personnes puissent en fabriquer. En tout cas, c'est comme ça dans le monde de la santé, notamment aux États-Unis. Et évidemment, quand vous avez de l'innovation, et il y a beaucoup d'innovation de façon continue dans la santé, et si cette innovation amène à de la demande, eh bien, le marché va y répondre et il y aura une baisse des prix. Et donc, ça peut être très dur pour certaines entreprises, notamment Novo Nordisk dans ce cas. Et je tiens à dire qu'ils se battent puisqu'ils ont, par exemple, annoncé un partenariat avec IMSS pour justement aller vendre notamment leur Wegovy, mais à un prix bien plus faible que ce qu'ils l'ont pu le vendre encore jusqu'il y a peu. Et en fait, si les prix baissent, c'est parce que, encore une fois, c'est le marché, c'est l'offre et la demande. Et s'ils ne baissent pas les prix ou qu'ils n'arrivent pas à fournir, eh bien, les fabricants vont faire des alternatives. Et au final, vous avez deux stratégies pour Novo. Vous avez la première stratégie qui est d'attaquer en justice, d'essayer de protéger, en gros, de penser court terme. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et l'autre façon, vous avez d'attaquer le marché, d'en donner au plus de monde possible, de comprendre que quand la demande est là, on ne pourra pas aller contre le marché qui va tout faire pour répondre à cette demande. Et vous avez le court terme qui est d'attaquer en justice ou de se protéger, et le long terme qui est d'aller voir les acteurs du marché qui ont de la demande, de faire des partenariats avec eux pour essayer de vendre. Alors évidemment, du coup, l'emballement court terme qu'on a eu sur le cours de l'action, eh bien, on a peut-être un peu un retour à la réalité, notamment sur les valorisations, puisque les croissances du chiffre d'affaires vont ralentir. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours eu du mal à m'exposer sur les entreprises directement qui développent des médicaments, parce que c'est un secteur que je comprends pas. Et je comprends que le jour où ils trouvent un bon médicament, s'ils n'arrivent pas à le produire, eh bien, la concurrence pourra peut-être le produire si c'est facile techniquement. Et justement, c'est là que je m'intéresse au monde des peptides. C'est pas compliqué de produire de ce que je comprends. Je suis pas médecin ou je travaille pas dans le pharmaceutique. Cependant, de ce que je comprends, c'est que tout ce qui est les semaglutide, liraglutide, toutes ces molécules, elles n'ont pas l'air si compliquées que ça à produire. Et donc, quand ça tombe dans le domaine public parce qu'on a une pénurie, eh bien, en fait, beaucoup de concurrents peuvent le produire. Donc, autant qu'ils aillent passer par ceux qui ont la demande, notamment IMSS, qui détient une énorme part de marché pour la demande de ces produits et tout simplement qui permet aux patients d'accéder à ces médicaments par rapport au système d'assurance qui est très complexe. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bref, ce que je voulais vous dire au final, c'est que je m'intéresse beaucoup à ces sujets, à l'évolution qu'on a dans la santé. Et pour Novo, j'espère que le changement de la direction impactera en positif. On va voir les décisions qui vont être prises. Dans tous les cas, ils rencontrent des difficultés, évidemment, puisqu'il y a de la concurrence. Et pourquoi pas en refaire une vidéo dans quelques mois si ça s'améliore au niveau des chiffres, du qualitatif, etc. Et pour ceux qui veulent une vidéo récente, vous en avez une ici qui a une dizaine de jours dans laquelle je rentre justement sur la valorisation, sachant que c'était une entreprise qu'on a déjà analysée plusieurs fois. On va maintenant passer aux résultats qui arrivent la semaine prochaine. On va notamment avoir Guillaume Dupont,
Toll Brothers. Donc ces deux-là, je vais les regarder pour l'immobilier, l'état de l'immobilier notamment aux États-Unis. Home Depot, c'est des grandes surfaces type magasin de bricolage, et Toll Brothers, c'est un fabricant de maisons plutôt haut de gamme. Et vous avez aussi Target qui publie, donc c'est assez intéressant pour voir l'état du consommateur aux États-Unis. Au final, l'immobilier aux États-Unis, si vous allez voir le 30 ans ici, j'entends le taux immobilier fixe à 30 ans, eh bien vous voyez qu'on stagne globalement juste sous les 7%, alors qu'entre 2020 et 2022, on était sous les 3%. Donc là, vous avez quand même une grosse explication du blocage du marché aux États-Unis. Les prix avaient légèrement baissé suite à l'augmentation qu'on avait eue jusqu'en 2022. Vous le voyez ici, regardez la corrélation entre 2020 et 2022, augmentation du prix médian des maisons. Et à partir de 2022, dès qu'ils remontent les taux, eh bien, on a une légère baisse. Mais au final, ce qui se passe surtout, c'est que les volumes de transactions se sont écroulés. Et donc, ben, forcément, quand vous avez moins de transactions, vous avez moins de matériaux vendus, parce que généralement, on rénove une maison quand on vient de l'acheter. Je parle de grosses rénovations. Et évidemment, il ne faut pas faire des généralités, mais globalement, quand le marché de l'immobilier ralentit, c'est très mauvais pour les constructeurs de maisons. D'ailleurs, en France, même ici, en hyper local, eh ben, il y a des entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Les entreprises des magasins de bricolage, pareil, en France, si vous regardez les chiffres, ça va pas si bien que ça, notamment si on est en comparaison avec ce qui s'est passé entre 2020 et 2022. Et c'est logique, puisque c'est en grande partie lié au taux. Maintenant, je voulais profiter de ces vidéos pour parler de la différence qu'on a quand même entre notamment la France et de façon générale l'Europe et les États-Unis. Parce que le taux américain, il est principalement lié aux 10 ans. Il est corrélé à l'offre et à la demande sur les marchés. Et les taux du 10 ans, ils ne baissent pas aux États-Unis. Et c'est pour ça que les taux directeurs, vous voyez ici, ils sont très stables sur le 30 ans. À l'inverse, en Europe, et là je vous le mets par exemple en France, eh bien les taux qui avaient touché un point haut, on le voit ici début 2024, eh bien ça y est, la baisse a commencé. Et c'est en grande partie parce que les taux, notamment en France, sont liés au taux directeur de la Banque centrale. Vous avez évidemment une prime qui est rajoutée par les banques pour qu'elles gagnent de l'argent, et aussi parce qu'il y a du risque pour elles, mais c'est très corrélé à la BCE. Et donc la BCE ayant beaucoup baissé les taux, vous vous retrouvez parfois avec des taux immobiliers qui sont plus bas que le 10 ans français, donc le taux que l'État a pour emprunter à 10 ans. Et je suis allé chercher une explication, enfin, je suis allé demander à une IA qu'elle nous explique ça, sachant que c'est un concept que j'avais, mais comme quoi l'IA me le confirme, et j'aime bien souvent vérifier les concepts que j'ai, les choses que je sais, entre guillemets, avec une IA. Et elle me confirme la même chose, qu'en France, les taux immobiliers sont influencés par les taux directeurs de la banque centrale, et que ces taux déterminent le coût auquel les banques commerciales empruntent, ce qui impacte directement les taux liés à l'immobilier. Et aux États-Unis, les taux immobiliers sont fortement corrélés au rendement du 10 ans, enfin le bon du trésor 10 ans, donc les bonds. Évidemment, les taux de la Fed, donc de la Banque centrale américaine, vont avoir quand même un impact sur les taux immobiliers, et vice-versa. De la même façon, le 10 ans aussi peut impacter les décisions des banques, la gestion du risque, etc. Mais si vous regardez les graphiques dans les grandes lignes, on a une forte corrélation entre l'immobilier et les taux du marché. Et donc les taux du marché ne sont pas contrôlés par les banques centrales, sauf si on vient à faire du quantitative easing ou du quantitative tightening, et ça on va en parler après. Alors qu'en France et en Europe, on est beaucoup plus lié au taux directeur directement. On va passer du coup à notre dernier point, qui va être justement la baisse de la note de la dette américaine par Moody's. Alors premièrement, je tiens à le dire, que ce soit Moody's, S&P, etc., je pense que les marchés n'ont pas besoin de ces agences pour connaître le risque sur les dettes. Et honnêtement, la crédibilité de ces agences, je pense qu'elle a pris un sacré coup depuis 15-20 ans. Maintenant, si on va un petit peu plus loin que juste un gros titre d'un article, les États doivent clairement refinancer la dette. Ici, vous avez des graphiques d'une étude, et vous voyez l'évolution et les prévisions d'évolution de la dette américaine par rapport au PIB. Et l'objectif de cette vidéo, c'est surtout de vous présenter ma vision des choses. C'est une opinion que je partage ici sur les tendances, et je vous montre ces graphiques plus pour avoir un visuel et un concept. C'est les tendances générales plus qu'avoir les tout derniers chiffres. Au final, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les tendances sur les monnaie. Beaucoup d'États à travers le monde sont en déficit permanent, et donc quand vous avez la dette qui monte par rapport au PIB, que vous êtes en déficit, eh bien chaque année vous devez refinancer, puisque vous ne pouvez pas rembourser, vous êtes en déficit, et donc que dans le temps vous avez de plus en plus d'intérêts à payer. Et ici vous avez des projections qui sont faites notamment sur les intérêts, vous voyez, en bleu, qui seront de plus en plus lourds à supporter. Et vu que les déficits ne s'améliorent pas, eh bien il y a un moment, les marchés, ils veulent une prime de risque. Et d'ailleurs, je tiens à le dire,
on verra à quel point c'est, entre guillemets, sans risque, sans danger. Et ici, je fais évidemment allusion aux obligations qui sont souvent présentées comme des outils financiers à faible risque. Je n'utilise pas le mot actif parce que dessous, c'est du fiduciaire et vous savez ce que j'en pense. Encore une fois, cette partie de la vidéo, c'est opinionné. Je pense que ça se dit en français opinionné, je vais vérifier, sinon vous pouvez le dire en commentaire. Mais en tout cas, je vous partage mon opinion. Et donc forcément, il ne faut pas s'étonner que l'OAT 10 ans, donc les obligations 10 ans françaises, et aussi aux US, les taux réels sur les marchés montent puisque la prime de risque augmente. Et du coup, ni vu ni connu, je lisais ça, c'est très intéressant. La Fed a commencé là depuis quelques semaines à racheter massivement des obligations. On est en train de parler de dizaines de milliards. Pour l'instant, ça passe sous le radar. Ne vous étonnez pas si dans quelques semaines ça arrive sur les gros sites, les gros médias, ça me choquerait pas du tout. Et pour moi, ils font ça tout simplement parce que, ben, encore une fois, hein, on va aller voir le 10 ans ensemble. Si Internet veut bien charger, merci. Et vous voyez qu'on n'est pas sur les plus hauts, mais on est quand même à 4,4-4,5%. Et si je nous mets la tendance là sur 5 ans, eh bien on est pratiquement sur les plus hauts. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas de demande sur le marché, si les personnes sont vendeurs sur le 10 ans et qu'il y a moins d'acheteurs, eh bien ça va vous faire monter les taux. Sauf qu'ils ont des milliers de milliards à refinancer très bientôt et ils aimeraient bien les financer évidemment pas à 4%, mais le plus bas possible. Et c'est pour ça que ça fait très longtemps que je vous dis que pour moi, on est sur du TINA, il n'y a pas d'alternative. Ils vont devoir reprendre le quantitative easing, c'est-à-dire racheter des obligations sur le marché pour maintenir les taux au moins stables, voire même les baisser, puisque s'il n'y a plus de demande sur le 10 ans, eh bien, le taux va monter. Ce n'est pas encore dans les médias, mais ça a toujours été ma vision qu'ils allaient imprimer massivement. Et quand je dis imprimer dans le cas-là, eh ben, c'est typiquement augmenter le bilan de la Banque centrale pour acheter de la dette américaine parce qu'ils doivent refinancer, parce qu'ils sont en déficit. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais un petit peu parler des voies de sortie, des solutions. Parce que globalement, soit on augmente le PIB, ce qui fait que la dette par rapport au PIB va baisser en pourcentage. J'entends ici évidemment si les impôts ne bougent pas et donc si on augmente le PIB, on va augmenter les recettes fiscales globalement, ce qui va nous faire baisser le ratio de dette sur PIB. Ensuite, l'autre option qu'on a, ce serait de ne pas faire monter la dette, mais de commencer à faire baisser la dette. Mais ça implique qu'on ne soit plus en déficit. C'est-à-dire que le gouvernement commence à rentrer plus d'argent via les impôts que ce qu'il n'en dépense. C'est pas fait, je suis pas certain que ça arrivera un jour, mais en tout cas, c'est pas la tendance qu'on prend en ce moment, malgré tous les efforts qui peuvent être faits par une administration. C'est tellement des mastodontes que ça fait longtemps qu'on est en déficit dans plein de pays et les tendances ne s'améliorent pas. Mais ce serait une autre solution. Et ensuite, du coup, si on reste en déficit, pour augmenter le PIB, il n'y a pas 50 solutions. L'innovation, le développement économique, donc ouvrir des nouveaux marchés, créer des nouveaux marchés en développant des technologies, en augmentant la capacité à produire, par exemple via la robotisation, etc., si on ne peut pas le faire par la population. Et l'autre option, sinon, c'est l'inflation. Et oui, parce que tout simplement, si les prix montent, si on détruit la valeur de la monnaie, on aura plus de PIB. Mais on n'a pas produit plus, on a juste plus d'argent en circulation, les prix ont augmenté, et donc ça vous fait bouger le ratio de dette sur PIB mécaniquement. Et ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, l'inflation, parce que pour moi, justement, quand je vous parlais juste avant de développement et d'innovation, et donc de développement économique via la technologie, c'est intrinsèquement déflationniste. Et donc, pour moi, ils préfèreront largement la fuite en avant et imprimer à des fins non productives pour faire de l'inflation. Et d'ailleurs, l'inflation, les calculs officiels, personnellement, je sais que personne ne sait calculer l'inflation, c'est un calcul qui est infaisable puisque il faut mettre des poids sur chaque élément et les poids, personne ne les connaît. Donc souvent, vous savez que j'aime bien regarder l'inflation donnée par les États. J'aime aussi beaucoup regarder l'augmentation de la masse monétaire, qui généralement est beaucoup plus haute. Et au milieu, vous avez l'immobilier, qui se situe généralement entre l'impression monétaire. Donc là, on parle vraiment directement de ce qui a été imprimé en plus par les États. Et évidemment, pourquoi est-ce que vous voudriez en économiser s'ils peuvent en imprimer? Petite phrase que je dis souvent à méditer, mais tout simplement parce que la part du gâteau se réduit s'il y a plus d'argent en circulation. Et c'est pour ça, et je finirai la vidéo là-dessus, que pour moi il n'y a pas d'alternative, que je reste en actif, qu'on parle de bourse, qu'on parle d'immobilier, qu'on parle de choses alternatives, etc. Je ne peux pas rester en fiduciaire parce que pour moi la tendance est claire. Et c'est pour ça que j'ai mis cette partie de la vidéo justement en fin de vidéo parce que c'est des choses que j'ai déjà évoquées. Et au final, ma conclusion reste la même. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Aussi bien le passage sur Novo. Je fais beaucoup de recherches vraiment sur tout ce qui est les peptides et de façon générale, toutes ces entreprises qui permettent aux
patients d'accéder à des traitements quand les systèmes de santé ne répondent plus bien à la demande et aux besoins. On est sur des besoins de santé, c'est important. Aussi sur l'immobilier, hyper intéressant, notamment de voir l'évolution des taux entre les pays, parce que c'est pas tout à fait pareil. Et donc justement, ça impacte forcément nos investissements immobiliers. Vous savez aussi que je suis dans l'immobilier, j'avais acheté un bien début 2024 avec les taux les plus hauts, et quand le différé total sera fini, eh ben, je vais certainement renégocier, voire prendre la plus-value. Je verrai quelle stratégie j'adopte, et j'en parlerai évidemment sur la chaîne, mais ce n'est pas encore fait. Et je voulais aussi un petit peu revenir sur cette histoire de notes, parce qu'au final, je pense pas que la crédibilité de ces agences soit très importante. Par contre, ça nous permet de reparler un petit peu d'économie et d'investissement. Et là, c'est dans notre contrôle et propre à chacun d'investir et ou de rester en monnaie au final. Chacun prendra ses décisions. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. En tout cas, c'était une vidéo à la cool. J'ai pris pas mal de plaisir à la faire. Il y a eu pas mal de tangentes, mais c'est pas grave. Et je vous ferai aussi évidemment dans le temps des vidéos un petit peu plus techniques, chiffres, etc. Mais je voulais en parler parce que c'était 3 sujets hyper intéressants, aussi bien nouveau parce que le patron part et on en avait beaucoup parlé sur la chaîne et je continuerai à la suivre que le reste. J'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve la semaine prochaine entre les résultats, des analyses, etc. Comme je vous le disais, je serai en déplacement, donc il n'y aura peut-être pas des vidéos tous les jours, je vais voir. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.